radio et digital. Good Morning Business. Est-ce la fin de l'éclaircie sur le marché de l'emploi? On a eu ce matin les chiffres du chômage en France. Le taux de chômage en France métropolitaine remonte très légèrement. De 7,1, il est passé à 7,2% selon les chiffres de l'INSEE, calculés au sens du BIT, le Bureau international du travail. 29 000 chômeurs de plus. Le chômage des jeunes, notamment, augmente de 1,3 points à 17,8%. Ça reste malgré tout très inférieur au niveau d'avant la crise sanitaire. On va mettre ces chiffres en perspective avec Sylvain Bersinger, économiste au cabinet Asterès. Bonjour. Bonjour. C'est grave, cette remontée du taux de chômage? En fait, j'ai envie de dire non. Donc déjà, c'est une remontée qui est très faible. Vous l'avez dit, 29 000 chômeurs, c'est vraiment l'épaisseur du trait. Et en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au T2, on a continué à créer de l'emploi en France, de l'emploi privé, environ 100 000 emplois. Et cette très légère hausse du taux de chômage, elle est avant tout liée à la hausse du taux d'activité. C'est-à-dire concrètement qu'il y avait des gens qui n'étaient pas sur le marché du travail, qui ne cherchaient pas de travail, probablement parce qu'ils pensaient qu'ils n'en trouveraient pas, et qui sont revenus sur le marché du travail. Et donc, ça a fait qu'une partie de ces gens-là n'ont pas trouvé tout de suite d'emploi et donc sont venus gonfler très légèrement, on l'a dit, les statistiques du chômage. Donc c'est une très légère hausse du chômage qui, à mon avis, n'est pas très grave en soi, parce que ce qui est vraiment important, c'est de voir qu'on a continué à créer de l'emploi. Je pense que c'est ça le chiffre le plus important. Ça reste malgré tout de très bons chiffres. Le taux de chômage est inférieur de 0,8 points par rapport au niveau d'avant la crise sanitaire. Malgré tout, on est au-dessus évidemment du niveau de l'OCDE, puisque le taux de chômage dans les pays de l'OCDE est à 5%. Ça tombe mal en tout cas pour le gouvernement qui veut réformer l'assurance chômage et qui veut lier le calcul des indemnités et la durée d'indemnisation en fonction de la situation du marché de l'emploi. Oui, alors c'est sûr que on n'aime pas voir le chômage augmenter. On préférerait qu'il baisse de manière continue. Cela dit, je pense qu'il faut insister sur le fait qu'on est sur une hausse. Avant tout lié au fait qu'il y a plus de gens qui sont revenus sur le marché du travail. Donc ça veut dire que la dynamique sous-jacente de l'emploi en France, globalement, elle reste bonne. Alors elle est poussive, parce que l'activité économique a beaucoup ralenti, avec les problèmes d'inflation, de perte de pouvoir d'achat pour beaucoup de Français. Mais pour moi, la dynamique de fond du marché de l'emploi en France, pour l'instant, il n'y a pas à s'alarmer. Alors après, il faudra voir dans les trimestres à venir. C'est sûr qu'on aimerait une activité plus florissante, on aimerait plus de création d'emplois. Est-ce que ça remet totalement en cause les réformes à venir? Je pense qu'il ne faut pas surinterpréter une variation de 0,1 point du taux de chômage et en tirer des conclusions forcément définitives pour les trimestres à venir. En termes de perspective, justement, est-ce que la dégradation de la conjoncture, qui est largement attendue, risque de donner un coup de frein à cette embellie sur le marché de l'emploi? Alors probablement, c'est-à-dire que la conjoncture dans les trimestres à venir, elle va être très poussive. La croissance trimestrielle, elle va être à 0+, 0,2, 0,3, on ne sait pas exactement, mais ça va être très poussif. Et donc c'est sûr que le très fort rebond de l'emploi qu'on a vu en sortie de crise sanitaire, il est fini. Donc je pense qu'on va rester dans les trimestres prochains, que ce soit sur la croissance ou sur l'emploi, on va rester grosso modo à un peu de choses près au niveau actuel, c'est-à-dire une croissance très poussive et des créations d'emplois qui vont être globalement nulles, avec un taux de chômage qui va rester à peu près au niveau actuel. Donc ça, c'est le scénario central. Après, bien sûr, on peut avoir des scénarios plus négatifs si les livraisons de gaz russe venaient être complètement coupées, des confinements massifs en Chine. On peut avoir des scénarios plus négatifs. Mais le scénario central, c'est un peu qu'on va rester dans cette tendance un petit peu morose, il faut bien le dire, sur les 2-3 prochains trimestres. À quel niveau de taux de chômage on peut considérer que l'économie française est proche du plein emploi? Alors, c'est une très bonne question et je pense que vous demandez à 10 économistes, vous aurez 10 réponses différentes. C'est peut-être autour globalement de 5%, mais c'est très difficile de répondre parce qu'en fait, ce taux de chômage de 7,4% là, au deuxième trimestre, il masque des différences énormes. Il masque par exemple un taux de chômage très élevé sur les personnes peu qualifiées. Et en fait, sur le travail qualifié, les modèles diplômés de Bac+3, Bac+4... On est en tension. En fait, on est en tension. On peut dire qu'on est globalement au plein emploi. Donc je pense que pour parler de plein emploi, il faudrait peut-être essayer d'aller dans une analyse un peu plus fine, de segmenter le marché du travail. Je pense qu'on n'est pas... On ne peut pas dire qu'on est au plein emploi aujourd'hui, mais bien sûr, il ne faut pas s'attendre à ce que le taux de chômage soit à 1 ou 2%. Ça n'arrivera pas, puisqu'il y a toujours un chômage frictionnel. Et probablement, le taux de chômage le plus bas qu'on pourrait espérer, c'est peut-être 4-5% globalement. L'autre débat, l'autre question du moment, évidemment, c'est l'inflation, la hausse des prix à la consommation. D'abord, aux États-Unis, on a peut-être atteint le pic d'inflation. En tout cas, la question
se pose à nouveau, puisqu'au mois de juillet, les prix n'ont pas progressé. Oui, alors c'est vrai. Donc l'inflation reste très élevée aux États-Unis, partout d'ailleurs, hein, mais aux États-Unis, donc 8,5% en juillet, c'était 9,1% le mois d'avant. Donc il y a un léger tassement de l'inflation qui est principalement dû à la légère baisse du prix de l'essence, hein, puisque le pétrole qui était autour de $120, il est passé entre 95 et $100 aujourd'hui, et donc ce qui fait que les prix à la pompe aux États-Unis ont légèrement baissé. Donc hors cet effet sur les carburants, la plupart des prix aux États-Unis ont connu une inflation globalement similaire au mois d'avant. Donc il ne faut pas non plus s'enflammer sur cette légère baisse de l'inflation. Cela dit, je suis, j'ai envie de dire, raisonnablement optimiste, parce qu'il y a quand même plusieurs indicateurs assez positifs. Si on regarde l'indice des prix à la production aux États-Unis, il a bien diminué. Les pénuries mondiales, hein, sur les tensions d'approvisionnement, le prix du fret, les délais de livraison des containers de Shanghai à Los Angeles, etc. Il y a vraiment une amélioration sur ce front-là. Donc voilà, il y a plusieurs indicateurs qui peuvent laisser espérer qu'on ait atteint le pic d'inflation, même si bien sûr il faut être très prudent sur ce genre de prévisions. En revanche, en Europe, le pire est peut-être encore devant nous. La Banque d'Angleterre disait il y a quelques jours que l'inflation pourrait, selon certains scénarios, atteindre 13% d'ici la fin de l'année. C'est considérable. Oui, alors avec une petite nuance qui est que l'Angleterre, de par le Brexit, est dans une situation un petit peu différente, puisque le commerce de marchandises est perturbé. Il y a un certain nombre de travailleurs étrangers qui ont quitté le Royaume-Uni, qui ne sont pas revenus, donc les tensions sur l'emploi sont plus importantes. Donc je suis tout à fait d'accord avec la prévision que vous mentionnez, mais le Royaume-Uni n'est peut-être pas l'ensemble de l'Europe. Si on prend l'Allemagne, hein, l'inflation a légèrement aussi ralenti en juillet. Alors c'est principalement dû aux mesures du gouvernement. Le billet de train à 9 €, hein, qui fait qu'on peut, pour 9 € par mois, voyager de manière illimitée au niveau régional, des aides sur les carburants. Mais bon, un peu ce qui s'était passé en France. Oui, en fait, si on a moins d'inflation en France par rapport à la moyenne des autres pays européens... C'est lié au bouclier tarifaire et à l'aide sur les prix à la pompe. Voilà, en fait, c'est juste que le gouvernement français a fait plus en moyenne, hein, que les autres pays européens, ce qui explique qu'on a à peu près 2 points d'inflation de moins que les autres pays européens. La question des salaires va sans doute revenir sur le devant de l'actualité à la rentrée. Les économistes nous expliquent qu'on ne peut pas indexer tous les salaires sur l'inflation, sinon on alimente cette inflation. Pour autant, est-ce qu'on peut laisser la population perdre autant de pouvoir d'achat ? Alors sur cette question, c'est vrai que c'est très difficile, parce que si vous indexez tous les salaires, comme vous le dites, vous créez une boucle prix-salaire, c'est-à-dire que les salaires augmentent, les coûts des entreprises augmentent, donc les entreprises augmentent leurs prix, et à l'arrivée, il n'y a pas de gain de pouvoir d'achat pour les salariés. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est un petit peu ce qui est fait actuellement, c'est-à-dire que le SMIC, lui, est indexé, pour que les salariés les plus modestes ne perdent pas de pouvoir d'achat. Par contre, sur les salaires, on va dire des salariés plus aisés, des ingénieurs, des cadres, je pense qu'effectivement, si on augmente tous les salaires, on risque d'avoir une boucle prix-salaire. Mais avec toutefois un gros risque pour la partie de la population qui gagne un tout petit peu plus que le SMIC. Oui, alors c'est vrai, mais d'une manière générale, même si ça met parfois un peu de temps, quand le SMIC augmente, ceux qui sont juste au-dessus tendent aussi à augmenter. Alors souvent un peu moins que le SMIC, mais cette hausse du SMIC, souvent elle se répercute parfois avec un décalage. Donc il y a moins d'effet de seuil. Il faudra voir ce qui se passe exactement, mais souvent, historiquement, on voit qu'effectivement, quand le SMIC augmente, ceux qui sont un peu au-dessus du SMIC tendent à augmenter eux aussi, parce qu'ils se disent, moi j'étais à 5% au-dessus du SMIC, maintenant je suis, mettons, à 2% au-dessus du SMIC, donc ils demandent une hausse de salaire. Donc voilà, je pense que cette hausse du SMIC va aussi se répercuter, peut-être moins que le SMIC, mais sur les bas salaires. Mais voilà, je pense qu'aller vers des hausses de salaire massives pour l'ensemble des salariés, eh bien à l'arrivée, ça fera juste plus d'inflation et au bout du compte, ça ne fera pas de gain de pouvoir d'achat pour la population. Et ça, c'est parfois difficile à expliquer aux personnes qui ont des faibles revenus. Je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que je pense que sur les faibles revenus, il faut essayer de préserver le pouvoir d'achat avec cette SMIC qui est indexée sur l'inflation. Sur l'inflation même des 20% les Français les plus modestes, et je pense que c'est une bonne chose. Mais il faut être très prudent sur les promesses de hausse de salaire pour gagner en pouvoir d'achat, parce qu'au bout du compte, on risque juste d'aggraver le problème.